Merci, Monsieur Cheikh Diop. Monsieur le coordonnateur du CIMA, Salon international des médias d'Afrique, mon doyen Matar Sylla, Mesdames, Messieurs les membres du COPIL CIMA, le comité de pilotage, Monsieur le directeur de la logistique et de la maintenance de la Maison de la Presse, Monsieur le directeur de la stratégie commerciale et du marketing de la Maison de la Presse, Monsieur le directeur des relations avec la presse et les partenaires de la Maison de la Presse, Mesdames les conseillères techniques, Madame la responsable des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les chefs de division et l'ensemble du personnel, Monsieur le président du CEDEPS, mon très cher ami Mamadou Ibra Kane, Monsieur le président de l'ANPELS, Monsieur Alioune Top, Monsieur le président de l'UPF Afrique, vice-président Afrique, Monsieur Abdoulaye Thiam, mes chers doyens et doyennes, chers invités, distingués représentants des médias, chers partenaires, amis et collègues à vos titres et grades. Je voudrais, avec une profonde gratitude, vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre d'information et de partage, étape préliminaire, mais ô combien cruciale à la tenue du Salon international des médias d'Afrique prévu en octobre prochain à Dakar. Votre présence nombreuse témoigne de votre engagement, de votre intérêt et surtout de votre foi dans le rôle fondamental que jouent les médias dans le développement de notre continent. C'est dans cet esprit, celui du renouveau, du dialogue et de la souveraineté internationale que s'inscrit le Salon international des médias d'Afrique tel que voulu par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Le CIMA se veut une plateforme unique, un espace d'échange, de réflexion et de co-construction destiné à poser ensemble les bases d'un écosystème médiatique africain fort, indépendant, crédible et durable. La rencontre d'aujourd'hui vise à vous informer sur les objectifs, les axes stratégiques et les innovations prévues dans le cadre du salon. Le doyen Matar Sylla va revenir tout à l'heure sur justement le contenu du salon dans sa présentation. Créer également un espace de dialogue entre les parties prenantes, médias, institutions, acteurs du numérique, chercheurs et sociétés civiles. Recueillir enfin vos attentes, suggestions et recommandations pour faire de cette édition un véritable succès africain. Mesdames et Messieurs, organisé sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ce Salon international des médias d'Afrique est plus qu'un événement. En effet, pour le ministre Alioune Sall, c'est un appel à la synergie, à l'innovation et à l'excellence. Je vous invite donc à vous l'approprier, à le nourrir de vos idées, de vos critiques constructives et de votre vision. Pour assurer une coordination rigoureuse et efficace de l'organisation de ce salon, nous avons fait le choix de nous entourer d'hommes et de femmes d'exception, issus du secteur des médias et porteurs d'une riche expérience. À leur tête, nous avons l'honneur et le privilège de compter M. Matar Sylla, ancien directeur général de la RTS et de TV5, PDG aujourd'hui de Label TV, une grande figure donc des médias africains et internationaux, reconnu pour sa vision, son intégrité et son engagement sans faille en faveur d'un paysage médiatique africain rayonnant. À ses côtés, d'autres figures de proue du secteur ont accepté de mettre leur expérience au service de cette noble mission collective. Je veux citer donc ici M. Adama Sow, qui assure la vice-coordination, M. Saloum Diakhaté, technicien chevronné des médias, Mme Bouri Sok, à la coordination de la communication, Abdoulaye Mbow, qui est également dans la communication, M. Ali Mangassa au cœur de la conception, Mme Ngone Sow, Mme Georgette Chavez Rodriguez, deux dames en charge du sponsoring. Leur action est renforcée
par l'appui stratégique et opérationnel des agents de la Maison de la Presse qui jouent un rôle essentiel dans la logistique, la communication et la mobilisation des parties prenantes. Cette équipe sera renforcée par des hommes et des femmes issus de différents secteurs clés afin de garantir une organisation parfaite de ce ciment prévu du 27 au 31 octobre prochain. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je vous appellerai toutes et tous, chers collègues. Vous permettrez quand même de saluer la présence ici de Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, de M. Moustapha Sow, de Abdoulaye Thiam, mon cousin, El Hadj Malick Diop, et vous tous en vos noms, prénoms, titres, les titres étant les choses les moins importantes. Aujourd'hui, pratiquement, jour pour jour, ça fait 11 mois. 11 mois que, depuis notre première réunion du 29 août 2024, le comité de pilotage qui a été mis en place et les commissions et sous-comités se sont réunis plusieurs fois ici, dans cette enceinte, pour réfléchir autour d'un concept qui nous paraît tout à fait pertinent et adéquat. Pourquoi? Parce que le Sénégal, dans le domaine de la culture, dans le domaine des médias, a une expérience, des acquis, des potentialités, des opportunités que personne ne peut contester. Un pays, lorsqu'il vise certains l'émergence, lorsqu'il vise son développement, son épanouissement, doit avoir des leviers à partir desquels il booste son économie, il booste sa diplomatie, il booste ses industries, bref, il booste sa transformation. Au cœur de ce processus, les médias occupent une place irremplaçable. Pas seulement au Sénégal, c'est une réalité, un fait mondial. À l'époque où nous parlons de soft power, où nous parlons d'industrie culturelle, où nous parlons de plus-value, où nous parlons de comportements sociaux, où nous parlons de visibilité des pays à travers la culture, le sport, dans tous les autres domaines, dans la valorisation des talents, il est important que notre pays, dont la richesse principale, à mon avis, est le capital humain, pas seulement des diplômés, des traditions et des structures classiques, mais véritablement de ce capital humain fait de savoir-vivre, de savoir-faire, de compétences conjuguées, il était important qu'à côté d'autres événements que notre pays organise, que le secteur des médias puisse avoir un événement international de premier rang. Beaucoup de pays le font. Récemment, nous allons forcément au Cameroun, où il y a un salon qui s'organise. Bientôt, au Mali, il y a un salon des médias qui s'organise. En Côte d'Ivoire, il y a 2 semaines, il y a un salon des médias qui s'est organisé. Beaucoup de pays africains organisent aujourd'hui des salons autour des médias, tout simplement parce que c'est un secteur hautement stratégique. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur à plus-value économique. Aujourd'hui, parmi les plus grandes fortunes dans le monde, ce sont des gens qui sont dans le secteur des médias, dans toutes ces déclinaisons. Et pour la petite histoire, il y a un événement qui s'appelle le Discop, qui est devenu pratiquement le marché le plus important des programmes et des contenus d'Afrique. Le Discop, pour la petite histoire, est né ici au Sénégal. La première édition du Discop s'est tenue à l'époque à l'hôtel qui est devenu le Pullman Teranga, quand j'étais directeur général de la RTS. La dernière édition à laquelle j'ai participé, en 3 jours, c'est 500 millions de dollars de transactions qui ont été actées. Donc quand on voit tout cela, et j'y reviendrai ultérieurement, quand on voit les opportunités et toutes les projections qui sont faites dans ce que les médias peuvent apporter, en termes de plus-value, en termes de produits dérivés, en termes de capacitation, en termes d'emploi, il était véritablement important et opportun que le Sénégal puisse s'inscrire dans cette logique en organisant un événement de cette taille. Pendant 11 mois, Adama Sow, Gondé, Bouri, Georgette, Madame Barry, le Mbayenne qui aime les pauses café, etc. Tout ce groupe s'est mobilisé, bénévolement, il faut le dire,
pour porter véritablement à jour ce projet, son format et réfléchir tous ensemble. Le projet du Salon international des médias d'Afrique, le CIMA, se veut à la fois un événement culturel, technologique et économique majeur et structurant. Il ne s'agit pas de faire un événement comme ça, puis après basta, chacun remplissait et ça. Non, nous voulons quelque chose de structurant et de pérenne. Mais nous voulons également, et c'est la raison d'avoir un peu cette rencontre aujourd'hui, nous inscrire dans une démarche inclusive. Ça veut dire que nous voulons tout d'abord regrouper l'ensemble du secteur public et privé médiatique national, les diverses parties prenantes, parce que nous sommes dans une société, les médias sont dans la société. Aujourd'hui, aucun secteur de la vie nationale n'est épargné par les médias, qui sont la première denrée de consommation de ce pays. Plus que le riz des Cissé et des Waden, ce sont les médias qui sont les denrées les plus consommées dans ce pays. Calculez le nombre d'heures que vous passez en regardant, soit sur votre smartphone, soit à la télé, soit à la radio, etc., soit en lisant vos journaux. C'est le secteur qui est véritablement le plus consommé. Donc nous voulons d'abord regrouper tout ce secteur national, sans parti pris, sans préjugés, parce que nous devons jouer un rôle essentiel vis-à-vis des autres secteurs de la nation. Nous voulons également inscrire cet événement dans une démarche panafricaine et internationale. La plupart d'entre nous, de par leur parcours, de par leurs convictions, sont des panafricains dans l'âme. Parce que nous sommes convaincus que la grandeur, le développement de notre continent se fera dans l'unité et dans l'intégration. Donc dans cette perspective, le CIMA vise à rassembler les principaux acteurs du secteur médiatique, en Afrique aussi, et à s'ouvrir également aux secteurs et aux internationaux, technologiques et stratégiques. Nous ne voulons pas être dans une sorte de vase clos, nous voulons nous ouvrir aux autres parce qu'il y a des acteurs aujourd'hui importants qui investissent en Afrique, qui accompagnent l'Afrique, sans doute en partant de leurs intérêts, mais également en prenant en compte nos intérêts propres. Le CIMA, à notre avis, dans les réflexions communes que nous avons pu faire au comité de pilotage et dans les commissions, offre une opportunité au Sénégal d'inscrire un événement innovant, mobilisateur, fédérateur, et j'insiste sur ça, fédérateur, dans l'agenda des grands rendez-vous professionnels des médias et de la technologie. L'ambition affirmée est de contribuer à construire, par sa régularité, un écosystème médiatique performant, un écosystème médiatique dynamique, un écosystème médiatique fédérateur, rentable, mais qui doit surtout faire vibrer l'Afrique au rythme du Sénégal pendant l'événement. Le CIMA, à notre avis, doit également réunir tous les professionnels africains du secteur médiatique et incarner une vision panafricaine concrète en instaurant et renforçant un secteur stratégique, transversal, catalyseur et à fort potentiel économique et de création de contenus et narratifs originaux, mais aussi d'emploi. Même si la réflexion leur a été intérieure, le CIMA s'aligne à la fois sur l'agenda transformationnel Sénégal 2050 et le New Deal technologique pour que le secteur transversal de la communication, de l'innovation puisse y occuper une place primordiale. Le dit agenda, je cite, affirme dans son axe premier l'émergence d'une société numérique des filières compétitives dont les médias, dans un environnement restructuré, sont l'une des plus porteuses en termes d'emploi, de rentabilité socio-culturelle et de catalyseur de tous les autres secteurs. Le CIMA, institutionnalisé et organisé régulièrement, pourra contribuer significativement à l'opérationnalisation du troisième axe de l'agenda transformationnel du Sénégal 2050, je cite, qui porte sur le renforcement de notre capital humain et l'équité sociale, d'ailleurs qui est revenu hier dans les conclusions du Conseil des ministres. Le CIMA s'inscrit en outre en parfaite adéquation avec le quatrième axe, donc toujours de l'agenda transformationnel Sénégal 2050, en engagement africain, entre guillemets. Nous devons refonder, disait-il, le chef de l'État, nos institutions pour qu'elles servent au mieux les aspirations de notre peuple. Il constitue un moyen efficace de traduction de notre engagement panafricain, réaffirmé avec force, du renforcement de notre coopération avec nos frères africains, convaincus que l'avenir de notre continent repose sur la solidarité,
l'intégration régionale, la défense de nos intérêts communs. Le Sénégal, disait-il, jouera un rôle actif dans la promotion de l'unité africaine tout en assurant sa position de leader dans les domaines stratégiques. Et je dis dans ces domaines stratégiques, il y a les médias. Le projet de plan d'action définit la gouvernance et la structuration du CIMA, les différentes étapes organisationnelles et l'ensemble des activités des 4 commissions et des sous-commissions et comités sur lesquels je reviendrai. La finalité est d'inscrire le Sénégal durablement dans l'agenda culturel et économique international en impulsant une dynamique innovante, structurante, capable de drainer des acteurs de tout l'espace médiatique africain ainsi que d'acteurs internationaux majeurs. Notre ambition et notre pari sont de faire du Sénégal le creuset, le melting pot panafricain des coproductions, des nouveaux concepts, des nouveaux formats, des contenus séries, mais aussi de flux et narratifs africains pour toutes les cibles dans une vision 360 degrés qui accompagne tous les acteurs des autres secteurs de la vie nationale. Il s'agit d'amener tous les acteurs qui peuvent aider à la création et au développement d'un marché, d'aboutir à la signature d'accords à fort impact économique, de favoriser des échanges et actions de formation à court et moyen terme. Dans cette perspective, il est important de s'ouvrir aux partenaires potentiels et à tous les acteurs médiatiques, tant nationaux, tous les acteurs supports du secteur public et privé, les cinéastes, les producteurs, les distributeurs, aussi bien que les acteurs internationaux. Et je n'oublie personne. Dans cette optique, le CIMA prône une démarche inclusive qui impliquera des partenaires internationaux, notamment les organismes et médias, comme l'Union africaine de radiodiffusion, l'UAR, basée à Dakar et dirigée par le Camerounais Grégoire Ndiaka, qui regroupe l'ensemble des radios et télévisions publiques et quelques structures privées d'Afrique que j'ai l'honneur de représenter au comité exécutif de 12 membres, ainsi que des partenaires internationaux de tout continent. Le CIMA se veut également un creuset qui consacre la collaboration avec des leaders africains dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Je ne pourrais pas ne pas citer, la liste pourrait être longue. Dès l'annonce du communiqué, hier, j'ai des demandes de l'Algérie, du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, de l'Algérie, je pense que je l'ai dit, également de l'Iran et de la Palestine. Je ne pourrais donc ne pas citer l'exemple du Nigeria, Nollywood, et j'y reviendrai plus tard. Nollywood qui contribue à 2,2% du PIB du Nigeria, là où toute l'Afrique réunie ne contribue même pas 1% du PIB quand on prend tout ce qui touche aux industries culturelles et créatives. Et donc, quand je parle d'un peu de tous ces grands studios, nous pensons au FESPACO, nous pensons à l'Égypte, nous pensons au Maroc, nous pensons aux studios internationaux comme Sony Pictures, comme Stars, Mako Film Studios, Westbrook Studios, 22 Summers. Donc, vraiment, ce qu'on appelle the great players qui sont là dans l'espace. And at this stage, I would like to also ask our friends from Nigeria, from the African film industry, which is gathering more than 600 people, to be part and parcel of this very specific event that Senegal is trying to organize by the end of October. We do rely on all you guys to come here, share your experience, and do business and do B2B meetings and really show that Nigeria is the second most prominent film industry in the world just after India. La volonté affirmée donc est d'associer tous les acteurs du secteur médiatique et audiovisuel sénégalais, radio, télévision, associations de presse, syndicats, autorités de régulation, ARTP, CNRA, l'ARCOP, les cinéastes, les équipementiers nationaux, internationaux, Sony, Samsung, Huawei, des figures emblématiques et d'autres partenaires internationaux, les équipementiers, les chaînes, les entités médiatiques internationales, China Media Group, Eutelsat, Russia Today, France Média Monde, TRT Africa, les distributeurs de plateformes, les acteurs stratégiques, les GAFAM, les opérateurs télécoms panafricains, et ils sont nombreux. La stratégie de renforcement des capacités qui débouche sur la production de contenu commande d'impliquer également plusieurs établissements de formation. Nous pensons au CESTI, à l'EGICOM, à l'ISEP, à toutes les structures reconnues pour aller effectivement dans cette logique que nous appelons la formation, c'est-à-dire une formation qui aboutit à des productions. Pour donner à l'événement une dimension populaire, il est recommandé d'intégrer une nouvelle plateforme de gaming et d'e-sports. Je pense à Aladjiman, au contenu du CIMA, car ces nouveaux espaces médiatiques attirent une grande audience jeune
et dynamiques au Sénégal et en Afrique en général et sont pourvoyeuses d'opportunités et de revenus. Le CIMA donc est envisagé sous 4 volets et activités majeures. Des sessions thématiques, qui sont des plénières et des masterclass, la formation, j'en ai parlé, des ateliers de formation qui débouchent sur des productions, des marchés de contenu et des sessions B2B, et une exposition des équipementiers, des technologies, des innovations et de chacun de nos médias, presse écrite, radio, télé, site web, etc., qui pourront chacun avoir un stand, etc. Donc, au niveau des sessions thématiques, le contenu d'événements doit inclure des projets à dimension panafricaine afin d'attirer l'attention des grands partenaires tels que les banques africaines, les grandes industries, les sociétés qui ont une vocation panafricaine, ça peut être dans l'assurance, ça peut être dans tous les autres domaines. Il s'agit de développer plusieurs thématiques en proposant comme thème principal l'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias. Il s'agit de développer donc et de soulever la problématique centrale des questions telles que quel narratif pour les médias africains, quel contenu proposer. Il s'agit d'aborder également des questions cruciales telles que le financement et l'économie des médias, ainsi que le défi des médias africains face à l'évolution technologique, à l'intelligence artificielle, mais aussi sur les questions éthiques et déontologiques à travers la formation, l'autorégulation, la régulation, le renforcement des capacités. Pour enrichir le contenu du CIMA, plusieurs sous-thèmes vont être abordés. Tout n'est pas figé et c'est la raison également de cette rencontre d'aujourd'hui, pour que vous puissiez effectivement vous joindre à nous et effectivement participer à cette réflexion. Et sur les deux, donc, ensuite les 2 thèmes de plénière, nous pensons qu'effectivement que les questions qui touchent au genre journalistique, l'investigation chronique interview, l'économie des médias africains, la désinformation, les fake news, la géopolitique médiatique, l'Afrique, quel rôle, quelle place, les genres et médias en Afrique, la câble distribution et les nouveaux diffuseurs, la problématique des réseaux, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, journalisme et communication, quelles sont les frontières, quelles sont les spécificités, les narratifs africains, quel narratif pour quel contenu, pour quelle cible. Tout cela peut être effectivement des questions sur lesquelles nous pourrons discuter et en retenir 5, 6. C'est à vous de décider au moment opportun. Donc l'organisation aujourd'hui, donc au niveau des commissions, il y a donc, comme je l'ai dit, il y a une coordination générale qui se fait avec le comité de pilotage, qui n'est pas fermé, qui est ouvert. Et je voudrais annoncer que quelqu'un comme Cheikh Thiam, qui est dans une autre réunion, souhaiterait y être. Vraiment, c'est ouvert. Les commissions sont ouvertes. Il faudrait absolument que tout le monde puisse s'impliquer et être. Mais le mandataire national, c'est Sambou Biagui, dont nous voudrons également saluer toutes les innovations majeures qu'il est en train de faire dans cette maison de la presse, qui est devenue un lieu vivant, vibrant, de rencontres, d'échanges, véritablement, où il fait bon vivre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de professionnels se retrouvent. Merci pour ce que tu es en train de faire en 1 an. Le comité de pilotage, donc, est la structure de coordination générale qui s'est occupée du concept, du format, de la préparation, de l'organisation, de la mise en œuvre. Et les commissions, donc, elles sont 4. C'est la commission concept, vision, format. La 2, c'est marketing et partenariat. La 3, tout ce qui touche à la communication. Et la 4, tout ce qui touche à l'organisation, qui est essentiel, la logistique, etc. Et ils ont fait une preuve d'abord de leur efficacité en pouvant convoquer cette réunion et cette rencontre en aussi peu de temps. La première édition du CIMA donc, est proposée du lundi 27 au vendredi 21 octobre 2025. Ça veut dire dans 95 jours, dans 3 mois, 5 jours. Au niveau du calendrier, pourquoi ces dates? Au niveau du calendrier des événements internationaux, le 27 octobre est la date de la célébration de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Et le 31 octobre est la journée mondiale des villes. Donc, se passant à Dakar, parlant de médias, nous pensons qu'effectivement c'était approprié. Au niveau du site, nous avons ciblé certains sites comme le Grand Théâtre et le musée pour vraiment jouer la carte de la proximité. La maison de la presse elle-même qui pourra servir pour les masterclass, ce qu'on appelle la formation, c'est-à-dire la production. Parce que sans sortir d'un peu, avec nos amis nigérians de Nollywood que nous ferons venir, en 3, 4, 5 jours, ils peuvent peut-être nous sortir chaque jour 2 fois 26 ou 2 fois 36 minutes sans sortir de cette maison. Il suffit de prendre des plans raccords de ville, etc., de jour, de nuit, de rester ici, d'utiliser le réceptacle hôtelier qui est là, les bureaux, les salles de cueil, etc., de pouvoir véritablement concocter quelque chose en quelques jours. Donc c'est pour des questions pratiques également que nous avons pensé que cela pouvait être la bonne solution. Nous avons passé également à faire ce qu'on appelle les after CIMA ou le CIMA break pour cibler des sites
pour des activités récréatives et de découverte des gens qui viendront ici. Mais je ne saurais conclure sans prendre en compte les nouveaux enjeux. C'est ce que nos amis allemands appellent les shifting powers. Quand dans les shifting powers, il y a le soft power qui est inclus. Parce que ma conviction, et je pense que c'est notre conviction partagée, qu'on le théorise ou pas, c'est que le Sénégal peut et doit se positionner en pionnier, en fer de lance d'une stratégie et d'une politique audiovisuelle extérieure africaine, à l'instar des grandes nations qui nous disputent notoriété et audimat. Je parle en connaissance de cause, puisque, comme certains l'ont rappelé, j'étais à TV5. Toutes les grandes nations aujourd'hui ont une politique audiovisuelle extérieure. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, sur nos chaînes, nous avons des chaînes de radio, des chaînes de télévision internationales qui sont là sur notre territoire, sans que d'ailleurs, là, entre guillemets, que la réciprocité ne soit vraie, pour des raisons sans doute culturelles, pour des raisons de coopération sans doute, mais également pour des raisons économiques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons d'influence, de modélisation des comportements. Et aujourd'hui, donc, il est temps que nous autres Africains ayons également une politique dans ce sens. L'affirmation des narratifs et de la créativité africaine passe nécessairement par là, et le CIMA en est une opportunité. Ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences émergentes, c'est-à-dire conformes aux normes internationales et génératrices de revenus, intègrent les médias et le numérique à côté d'autres secteurs. Et quand on les cite, il y a les médias, le numérique, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'automobile, la construction et les infrastructures, ainsi que la création et la mode. Au Sénégal, l'exécutif ambitionne de créer 350 000 emplois dans le numérique, dont 150 000 emplois directs d'ici 2034, ça veut dire d'ici 9-10 ans, dans le cadre du New Deal technologique et de la stratégie nationale de transformation numérique. L'accord signé il y a quelques semaines, un mois et demi, du 26 juin dernier avec Huawei, en est, à mon avis, une indication, une démarche ambitieuse et nécessaire. Et je voulais juste tout simplement pour montrer l'importance que les médias doivent avoir dans ce pays. Partir des estimations de la Société financière internationale, la SFI, en 2023, les instituts culturels en Afrique génèrent 4,2 milliards de dollars par an. Multiplié par 600, à peu près, ça fait 2400 milliards de francs CFA. Mais cela, comme je le disais tantôt, représente moins de 1% du PIB continental et 2,9% des exportations mondiales de biens créatifs. Mais la SFI anticipe néanmoins une forte progression à moyen et long terme. L'économie numérique africaine pourra atteindre 700 milliards de dollars à l'horizon 2050. 700 milliards de dollars. Multiplié par 600, c'est 420 000 milliards de francs CFA. Et les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel pourraient à elles seules générer 20 millions d'emplois et 20 milliards de recettes annuelles. Multiplié également par 600, c'est 20 milliards, c'est 12 000 milliards de francs CFA. Le Nigeria, dont je parlais tantôt, principal hub cinématographique du continent, produit environ 2500 films chaque année. Nollywood, la deuxième industrie cinématographique au monde en termes de volume, attire plus de 150 millions de spectateurs et représente, encore une fois, 2,2% du PIB nigérian. D'autres pays, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, s'y activent. Mais le Sénégal, fort de sa fibre panafricaine, se doit de développer ses films, ses filières audiovisuelles, ses filières médiatiques, soutenues par des politiques publiques et des partenariats privés. Et là, tout à l'heure, dans un échange avec le président Mamoudou Kane, on parlait effectivement d'un fonds qui pourrait effectivement être mis en place et aider à la structuration de ce secteur. Donc le CIMA, chers amis, chers collègues, est une opportunité pour ce pays. C'est une nécessité pour ce pays. Nous sommes à quelques encablures. Il nous faut nous réunir, nous mobiliser pour en faire un véritable succès lors de cette première édition et pour toutes les éditions qui suivront, en faire un rendez-vous incontournable qui soit inscrit dans l'agenda panafricain, mais également dans l'agenda international. Le Sénégal, pour de multiples raisons, chaque fois qu'il lève sa voix, chaque fois qu'il anticipe sur une innovation, attire l'attention du monde entier. Notre position géographique, notre histoire, notre culture,
nos talents, notre capital humain en sont les raisons véritablement les plus profondes. Et je pense qu'effectivement, en organisant ce truc, c'est un moyen aujourd'hui de réunir la famille médiatique, de la réconcilier en son sein, pour qu'elle puisse se projeter effectivement au niveau de toute la société. Les médias ont une responsabilité centrale dans le développement de ce pays. Les médias ont existé et continueront à exister. Mais il faut que nous soyons beaucoup plus professionnels, beaucoup plus unis, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus tournés véritablement vers, j'allais dire, la satisfaction de nos différents publics. Dans un monde aujourd'hui où l'intelligence est la chose, le dénominateur commun le plus partagé, et je pense que nous avons tous les ressorts et tous les relents, nous avons tous les moyens possibles aujourd'hui, en termes de volonté politique, en termes de volonté professionnelle, de faire concorder tout cela pour qu'effectivement cet écosystème performant dont nous rêvons, que nous appelons de tous nos voeux, qui peut se construire et qui a été démontré par le fait que beaucoup d'initiatives ont été créées dans ce pays, dans le pays du groupe Sud, dans le pays du Nouvel Horizon, dans le pays du Cafard libéré, dans le pays où effectivement il y a eu des journalistes de talent que cette maison de la presse aujourd'hui est en train de perpétuer par leur image, par leur professionnalisme. Il est important véritablement que nous puissions à un moment essayer de nous unir, d'apaiser les tensions et d'aller vers la construction de cet espace tout à fait nécessaire et qui aujourd'hui alimente chaque foyer dans notre pays et qui peut aller aujourd'hui à l'assaut du monde, de ces milliards d'homo sapiens, de ces milliards d'homo numericus, de ces milliards d'homo digitalus. Il faut effectivement que ce rendez-vous soit un rendez-vous réussi. Nous comptons sur vous tous, nous comptons également sur les opérateurs privés, sur les sociétés privées, pour pouvoir accompagner cet événement, qui sera un événement majeur et qui pourra effectivement faire vibrer non seulement Dakar, mais tout le Sénégal et toute l'Afrique au rythme de notre pays, dans sa générosité, dans ses compétences et dans son ambition de bâtir véritablement une intégration africaine soutenue qui va au-delà des incantations et qui soit quelque chose de tout à fait concret. Je vous remercie. Bon, je n'irai peut-être pas dans l'ordre des interventions. Le premier à qui c'est le frère de Dakar Express. Les questions qu'il évoque, le contexte juridique, tout cela, ont été amplement discutées pendant plus de 2 ans lors des assises des médias. Des recommandations étaient faites. Je pense que je ne sais pas si vous avez reçu ou pas les conclusions et les rapports définitifs. Si on va vous envoyer. Vos préoccupations sont prises en compte intégralement du point de vue de la protection des journalistes, du point de vue de la liberté d'expression, également du point de vue de la responsabilité aujourd'hui des journalistes. Parce que il ne faut pas être dans une sorte de manichéisme en pensant que voilà, tout est beau, tout est bon dans notre camp, les mauvais sont en face, etc. Certains parlent d'assainissement, moi je parle de professionnalisation du secteur, et je pense que beaucoup de recommandations ont été faites pour justement que tout cela soit rénové. Le code de la presse, l'autorité de régulation qui aujourd'hui est dépassée, qui ne prend pas certaines choses, on l'a dit, répété, ressassé. Aujourd'hui, des propositions concrètes ont été faites. Et je pense que vraiment, de ce point de vue, effectivement, il y a urgence que, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que ces textes puissent être revus, mis en place, que de nouvelles structures plus adaptées, pas seulement au contexte ponctuel d'aujourd'hui, mais qui se projettent dans l'avenir pour qu'on ne soit pas dans le même cas de figure où lorsque le code a été fait, au moment où de l'appliquer, il était déjà dépassé, mais qui intègre même les technologies à venir comme l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres données. Au moment où nous parlons, il y a des réunions qui sont en train de se tenir sur la question de la fiscalité des entreprises de presse et des médias, etc. Donc je pense que tout l'exercice qu'on a fait pendant plus de 2 ans commence à produire ses fruits. Bon, comme dans toute chose dans la vie humaine, ça ne se décrète pas, comme disait Michel Croisier, on ne change pas la société par décret. C'est véritablement de manière pragmatique, cas par cas, mais là, véritablement, la profession a fait son devoir. Je pense qu'il y a de la réceptivité, jusqu'à preuve du contraire, des autorités de tutelle et des autorités aujourd'hui qui ont la charge de la marche de ce pays aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être une question de semaines, tout au plus de mois, pour que cet environnement rénové dont nous rêvons tous et dont nous avons besoin puisse être mis en place. Donc vos préoccupations sont vraiment loin des nôtres. Voilà, je me réjouis beaucoup qu'il y ait véritablement aujourd'hui dans cette salle les journalistes économiques.
Parce que je pense que véritablement aujourd'hui, l'économie est le parent pauvre un peu de nos contenus. Nous sommes dans des logiques, la plupart de nos organes, de politique politicienne. C'est la politique, les invectives, les affrontements, les confrontations. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des questions économiques essentielles. Qu'est-ce que le Sénégal, pays pétrolier, gazier, peut faire? Qu'est-ce que le Sénégal, pays agricole, où on me dit que l'anarcade peut rapporter plus que le pétrole? Qu'on peut, à partir de la chair de l'anarcade, faire des steaks. Si on me le donne, si on ne vous dit pas que c'est de la viande, vous ne saurez pas que c'est de la viande, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'il y a tous ces potentiels du point de vue de la pêche, du point de vue des nouvelles technologies, mais du point, quel que soit le secteur que vous pouvez prendre aujourd'hui, mais qui ne sont pas suffisamment relayés sur nos chaînes, etc. Parce que ce n'est pas tellement vendeur. Et là également, j'interpelle les annonceurs. Parce que lorsqu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ils disent en même temps, la qualité n'est pas bonne, mais ce sont eux qui sponsorisent ce type de contenu. Alors que lorsqu'on fait des contenus dits sérieux, qui parlent d'économie, qui font des portraits des gens, d'agriculture, d'industrie, de transformation, on n'en parle pas souvent. Il y a quelques jours, il y a un de nos compatriotes, je vais le citer, Dembaka, qui rachète du point de vue de la distribution, qui est un secteur essentiel, de grands groupes, après de fortes négociations, mais qui le traite en profondeur. Quels sont les impacts, le nombre d'emplois créés, les coûts des différents produits de base sur la consommation des Sénégalais aujourd'hui? Qui en parle? Voilà les interpellations. Et vraiment, je me réjouis de votre présence aujourd'hui. Et je dis, vous devez intégrer tous ces comités, ces sous-commissions, etc. Nous attendons que vous soyez là. Et qu'on puisse, à travers cet événement, c'est un événement, on a dit culturel, mais c'est également un événement économique. J'ai commencé au départ en vous donnant l'exemple du Discope. La dernière édition à laquelle j'ai participé, il y a peut-être 7, 8, 9 ans, c'était en Afrique du Sud. En 3 jours, c'est 500 millions de dollars de transactions. Donc si on prépare les choses comme il se faut, peut-être qu'on ne l'aura pas dans la première édition, et ça règle également la question un peu aujourd'hui du financement. Nous pouvons avoir des gens, des majors qui sont là. On vous l'a dit tantôt, dès qu'on a annoncé, certains grands groupes, aujourd'hui, voilà, s'y intéressent. Nous prenons contact avec les CAFAM, nous prenons contact avec d'autres entreprises nationales, notre transporteur national qui est Air Sénégal, qui pourrait être, j'allais dire, le transporteur officiel pour tout ce qui touche ces destinations que la compagnie dessert. Beaucoup donc de gens aujourd'hui et de structures qui ont des vocations panafricaines qui sont là, et je pense que c'est une question véritablement fondamentale. Donc nous voudrons que vous soyez dans les commissions, dans le comité de pilotage, que dans les réflexions en termes de format, dans l'ensemble du processus. Ce que je dis est valable pour mon cousin Lai, en termes de l'UPF. Il faut absolument, on vous intègre, vous devez venir. Comme je dis, ce n'est pas un vasco. Nous avons besoin de toutes les compétences, de tous les savoirs, de toutes ces intelligences, de toutes ces contributions-là, pour effectivement, comme il l'a dit, à forte raison, les fiches d'inscription doivent partir dès maintenant. Nous comptons nous attacher les services de gens qui ont, du Discope dont j'ai parlé, qui ont la base de données du Discope. Aujourd'hui, plus de 1500 structures, et dans ça, il y a une classification. Ils vous disent qu'il y a 50 tops qui sont les 50 top acheteurs mondiaux. Sur ces 50 tops, est-ce qu'on fait venir 10, 15 parmi eux qui viennent, qui trouvent des choses. Donc, et c'est ça qui fait effectivement que nous pourrons impliquer, comme il a dit, la diplomatie. Nous voulons même impliquer au-delà de la diplomatie. Nous avons demandé au ministère de tutelle d'écrire au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, au ministère du Tourisme, bref, à tous les ministères, et que non seulement, pas seulement qu'ils soient à l'extérieur, mais qu'ils viennent dans le comité, parce qu'il y a des questions de visa, il y a des questions de tout, il y a plein d'autres questions qu'il faut absolument régler, utiliser notre diplomatie comme il l'a dit, et tout ce réseau-là, donc pour qu'on puisse effectivement mobiliser un maximum de gens, donner les informations nécessaires et tout. Et d'ailleurs, le site va être mis en ligne, et je pense qu'il faudra mettre un mécanisme qui permette d'avoir des contributions, de pouvoir faire les inscriptions en ligne, comme le font les grands groupes. Il y a en quelques semaines, il va se tenir à Amsterdam IBC, International Broadcasting Convention, donc, qui est le plus grand événement, disons, d'exposition, de trucs de médias, etc., avec effectivement des plénières et des panels masterclass qui se font. Mais c'est depuis 4, 5, 6 mois, les inscriptions se font en ligne, tout ça, et nous pouvons, à partir du benchmark et de meilleures pratiques qui aujourd'hui existent pour des gens qui ont déjà organisé des salons, nous inspirer de cela. Donc absolument, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, la part du gouvernement sénégalais, nous, en tout cas, on avait fait un premier budget estimé autour de 750 millions de francs. Donc voilà, on ne sait pas quelle sera la part que le truc prendra, mais nous nous donnons pour ambition d'aller chercher ces moyens-là. Avec donc tous les gens, les grands groupes, les exposants, voilà.
Si on n'arrive pas à ces montants, on calibrera en fonction de ce que nous pourrons avoir. Mais effectivement, le temps joue un peu également contre nous. Je vous dis, on est dessus depuis près d'1 an. Il y a des décisions qu'on attendait, etc. Au moment où je vous parle, on ne peut pas vous dire ça, c'est le gouvernement sénégalais qui décidera. Mais en tout cas, nous utiliserons tous les réseaux possibles, potentiels, pour montrer également la capacité de nous autres, des médias, de mobiliser des moyens. Et je pense que nous pourrons mobiliser des moyens, je ne sais pas à quelle hauteur, etc. Je vous ai dit, dès l'annonce de cette rencontre-là, nous avons des réactions. Je vous ai parlé du Rwanda, je vous ai parlé de l'Algérie, l'Iran, la Palestine. Bon, on a pas mal de gens, de structures qui déjà sont prêtes. Même avant qu'on fasse cela, il y a à peu près 1 mois, nous avons eu une proposition de quelqu'un. C'est moi qui ai dit au directeur, tant qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas mises en place, on ne prend l'argent de personne. Parce qu'également, de ce point de vue de la gestion de tout ça, moi, je ne toucherai pas à de l'argent. Personne dans le comité, dans les commissions, ne touchera à de l'argent. Il faudra qu'un dispositif adéquat, soit c'est la maison de la presse avec ses structures régulières, etc., qui le feront et qui géreront ces aspects-là, dans la transparence la plus totale. Parce que c'est ça aussi, quand on organise des choses comme ça, des questions d'argent se soulèvent. Je dis, et ça c'est vraiment la directive claire, nette et telle, nous ne gérons pas, nous ne touchons pas d'argent. Nous exprimons des besoins, les gens habilités procéderont aux dépenses et feront le nécessaire. Donc, sur ces questions-là, c'est ça. Et en fait, ça me permet de répondre à 2 questions en même temps. Le CIMA, on s'est dit, on veut avoir une démarche originale. Quand vous voulez avoir une démarche originale, vous voyez ce qui se fait. De manière générale, lorsque les gens font les salons comme ça, il y a peut-être une petite exposition et c'est surtout des plénières, des séances de discussion. Ou bien, il y a d'autres formules comme le DISCOP. Le DISCOP, c'est vrai, c'est également une exposition, de la vente et quelques conférences sponsorisées. Nous pouvons également, même en termes de moyens, avoir des groupes qui disent aujourd'hui, voilà, il y a telle problématique qui nous intéresse et nous voulons sponsoriser pour, par exemple, sur la question des libertés. Et je crois d'ailleurs le directeur de la communication qui s'est excusé, qui est actuellement en Chine, est en discussion avec Reporters sans frontières qui voudrait, sur ces thématiques de l'information, de la liberté, etc., pouvoir être partie prenante et sponsoriser. Donc, ce sont des choses que nous allons faire véritablement à la carte. Ce n'est pas figé, comme je le dis, on est dans une dynamique évolutive pour tenir compte un peu de tout cela. Et donc, le CIMA, en fait, sa particularité, d'abord, c'est la vocation panafricaine. Parce que beaucoup de gens font des salons, etc., en disant on fait un truc africain, etc., salon, ou bien ils font un salon de pays. Au Mali, c'est pays. En Côte d'Ivoire, c'est un salon de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est un salon du Cameroun. Ainsi de suite. Chaque pays vraiment fait son salon national. Même s'ils ont 1 ou 2 invités internationaux, mais c'est national. Nous, c'est le salon international des médias d'Afrique. On n'a pas dit du Sénégal. D'abord, donc, en termes de positionnement, c'est ce positionnement panafricain. Ensuite, voilà, nous avons également, disons, 4 ou 5 activités majeures. Il y a des réflexions, des masterclass, etc., où effectivement la question du genre Kodou, la question du genre, je pense que est prévue. Nous avons prévu une thématique spécifique et là, peut-être, voilà, tu pourras aider vraiment, venir également dans le comité, dans les commissions, aider à le structurer, voir qu'est-ce que l'on fait par rapport à tout du genre dans cette rencontre comme cela, parce que c'est une préoccupation qui a été exprimée plusieurs fois lors de nos différentes rencontres et que nous avons retenu parmi les thématiques possibles en termes de masterclass. Donc, plénière, panel, un marché. Je pense que dans ce pays-là, et même quelquefois dans les autres pays, dans les salons qui font comme ça, ils n'organisent pas des marchés en tant que tel. Parce que le principal marché à l'époque, c'était l'URTNA qui essayait de le faire, le marché des programmes d'Afrique. Ça n'a pas tellement marché. Et c'est après DISCOP qui a essayé de le faire, qui a fait DISCOP Abidjan, DISCOP Dubaï, où d'ailleurs moi j'ai été pratiquement à tous les DISCOP. Ils nous ont fait beaucoup d'éditions à Johannesburg. Mais ce sera la première fois qu'on ait une alternative, un truc, et non anglophone et francophone. Francophone, mais également multilingue. Parce qu'aujourd'hui, je dis l'Algérie, c'est l'arabe, le Maroc, c'est l'arabe, la Tunisie, certainement. Ensuite, quand on parle des pays anglophones, le Nigeria, etc., nous, francophones, l'Angola, la Guinée-Bissau, etc., ce sont donc les lusophones. Je pense que la dimension linguistique est également une des nouveautés. Mais également, et c'est l'un des aspects les plus importants, c'est ce qu'on appelle la formation qui débouche sur la production. Je vous ai dit, parce que je l'ai tenté à l'époque, quand j'étais au Gabon, je l'ai tenté en faisant
venir des gens de Nollywood, parce qu'en fait, pour l'histoire de Nollywood, je peux dire que je suis même au départ de la création de la chaîne Nollywood sur Canal 5. À l'époque, en dehors du Nigeria et du Ghana, dans les années 2003, 2004, 2005, j'étais la seule chaîne au Cameroun à acheter 300 films nigérians par an. Et c'est pourquoi je suis dans les groupes. Je suis dans 2 groupes de films. Au total, on est près de 700 personnes. Il n'y a pas que des Nigérians, il y a d'autres cinéastes africains qui sont dedans. Ils sont venus et ils nous ont montré, en étant dans notre immeuble, là où on avait notre siège, en nous montrant qu'eux qui produisent 2500 films par an. C'est-à-dire qu'au Nigeria, ils peuvent tourner un film de 90 minutes ou 4-5 films en une journée. 2 maximum montées faites. Tellement ils ont des techniques, des trucs, etc. Ils ont des trucs raccords, des choses prêtes. Quand vous allez à, comment on appelle, à Lagos, vous voyez le truc de Nollywood, mais c'est une ville. À l'époque où j'y allais, il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était 60 000 personnes qui étaient là-bas, avec des décors déjà prêts, tout et tout. Donc, l'avantage de pouvoir faire venir des gens comme ça, qui sont le 2e producteur mondial, d'être ici dans cette maison-là, en logeant même ici sur place, etc., qui nous sortent et qui montrent à nos producteurs qui sont là. Parce que nous, l'avantage que le Sénégal peut avoir, ils font 2500 en termes de volume, mais nous, en termes de qualité, quand on voit les grandes productions qui sont faites aujourd'hui par les différentes sociétés de producteurs qui sont là, qui sont de très bonne qualité. C'est, voilà, peut-être c'est ça, peut-être c'est la langue qui est peut-être un frein lorsqu'on reste toujours confiné au Wolof, mais il suffit que la langue n'est pas un frein. On peut, à partir aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou d'autres techniques de doublage, etc., les avoir dans toutes les langues possibles, y compris en chinois et tout. Je pense qu'on peut peut-être produire moins, mais on peut produire de meilleure qualité et vendre plus. Aujourd'hui, le Nigeria fait beaucoup d'argent avec Netflix, avec les grands groupes que j'ai cités tantôt, les groupes américains, etc., qui leur achètent leurs choses. Mais à l'époque, quand j'achetais les 300 films par an, c'était peut-être 2 ou 3 grands films de grande renommée. Les autres, voilà, c'était produit à la va-vite, la qualité technique n'était pas tellement ça. Donc nous avons cet avantage, je pense, compétitif de qualité et tout. Donc de pouvoir faire une formation qui débouche sur de la production et qui apprendra à nos gens qui sont de bons producteurs aujourd'hui, comment maximiser. Au lieu de tourner une série sur, je ne sais pas, 1 mois, ils viennent, ils vous montrent que vous pouvez en 3-4 jours, en ayant des trucs de lieux, avec une pré-production bien organisée, une unité des lieux, un bon casting, gagner donc sur le temps et gagner de l'argent. Donc en combinant tous ces facteurs, et beaucoup de gens nous disent, d'ailleurs en Suisse, il y aura des expositions. Nous allons essayer, voulons faire venir vraiment des grands Sony, Samsung, tout ça, la téléphonie, les grands groupes, tout ça, y compris les médias africains. Pourquoi pas un grand kiosque où tous les journaux sénégalais de presse écrite sont là, ou un autre, voilà. Tout cela, je pense, peut être effectivement une innovation qui permet effectivement de montrer qu'il y a une sorte de véritablement dynamisme dans le secteur et que tout cela est porteur. Donc c'est un peu ça que nous comptons faire. Les délégations prévues, il est difficile de le dire à ce stade. Mais déjà, si je prends rien que l'Union africaine de radiodiffusion, c'est toutes les télévisions et radios publiques africaines. Toutes, de tous les pays africains, qui sont membres de cette union, qui était l'ancienne URTNA, qui est la première organisation professionnelle du continent, qui existe depuis 1960, qui a évolué donc depuis lors. Tous sont dedans et aujourd'hui, ils sont ouverts à quelques privés, mais également à d'autres gens et d'autres médias internationaux. Aujourd'hui, c'est près de 80 membres. Vous avez tous les grands groupes internationaux qui sont dedans. Ils ont été saisis officiellement. Le directeur général donc, est en déplacement, mais nous devons le rencontrer dès son retour. Sur l'accord de principe, c'est acté. Je vous ai dit, je suis membre du comité exécutif de 12 membres, où je représente le secteur privé africain. Donc, rien que cela, rien que l'UAR peut nous mobiliser au moins, je vais dire, au moins 54, 55 pays, pour ne pas dire une 60aine de pays. Donc je pense que si vraiment on s'y met avec d'autres pays, une centaine de pays peuvent être représentés à cette édition-là, et on peut compter jusqu'à avoir 1000 ou 2000 personnes qui viennent de l'extérieur, compte tenu de tous ceux qui seront là. Et c'est là également où c'est intéressant que le cours de l'université, et également les œuvres sociales, puissent également être partie prenante. Parce qu'également dans ce qu'on appelle les after-event, post-event, etc., pourquoi pas, on peut imaginer faire une soirée sur l'esplanade là-bas avec tous les étudiants. Si on a quelques acteurs nigérians qui sont venus ici, plus quelques acteurs locaux qu'on a là, faire une grande soirée, un truc récréatif, etc. On peut réfléchir vraiment sur le concept et faire quelque chose, parce qu'on voulait en même temps, comme on l'a dit, que ce ne soit pas un événement fermé. Nous voulions que ce soit un événement aussi qui aille vers les populations. Au moment où on a même voulu décentraliser, dire est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose à Thiès, quelque chose à Saint-Louis, etc. Mais bon, compte tenu des délais de la première édition,
sera peut-être difficile, mais il est important, effectivement, qu'on fasse vibrer tout le Sénégal, vraiment à l'heure du CIMA, qui soit un peu ce réceptacle culturel, économique, de quoi, comme on dit. Il faut vraiment unir les gens, et c'est ça que nous tentons également de faire à travers cet exercice. Donc je pense également, donc l'aspect genre c'est fait, voilà, et c'est ça les attentes que nous attendons des structures publiques. Nous attendons que les structures qui peuvent accueillir, nous avons pensé au Grand Théâtre, puissent accueillir. Nous pensons à faire des excursions, des visites, cela est important. Partout où il y a des communautés fortes, que cela puisse être fait. Mais également, pas que nous ne soyons pas dans une position de demandeur, on vous demande, vous nous offrez ça. Nous voulons que vous soyez dans l'exercice et dans le pilotage de cet exercice-là, pour apporter vos idées, apporter tout, redresser, etc., que nous co-construisions et que nous en fassions quelque chose ensemble. Même si des choses sont possibles, on peut peut-être, certains masterclass, si c'est possible, on peut les envisager à les faire à l'université. Ça dépendra. Donc, vraiment, il faut que vous soyez partie prenante, partie intégrante du processus. Pas seulement nous qui sommes là, nous en fait, non. C'est ce que nous attendons de vous tous ici. Tous les gens qui pensent qu'ils peuvent aujourd'hui apporter leur pierre à cet édifice-là, à faire avancer, etc. Nous voulions que vous soyez avec nous, dans les commissions, dans les sous-comités, dans tout, parce que c'est véritablement un grand événement qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de moyens, et où aucun bras ne sera de moins pour cette réussite. Je terminerai peut-être par notre président. Bon, je pense que nous discutons depuis 3 ans après sur toutes les choses qu'il dit, que vraiment il est nécessaire comme il dit, vulgariser la connaissance, de dépolitiser, effectivement. Il est revenu sur le rôle que les médias, et ce sont des convictions partagées sur la culture, sur la santé, bref, tout, dans notre vie quotidienne. Et que ce qu'il appelle effectivement cette stratégie de recentrage, tout cela, je pense, sont des convictions que nous partageons. Et je pense qu'également, de ce point de vue, il y a un effort que nous devons faire, et c'est peut-être là l'intérêt d'avoir les masterclass et tout ça, que nous devons faire pour, éduquer aux médias, que les gens comprennent. Je pense que c'est vrai, il y en a peut-être qui comprennent, qui ne font pas le jeu, mais il y en a qui ne comprennent pas. Quand vous parlez de l'impact souvent on pense que, quand vous parlez des médias, les gens ne voient pas l'impact. Je le dis souvent, c'est pas comme quand vous avez une boulangerie, vous vendez de la boisson, c'est tel nombre de bouteilles, etc. L'impact des médias, il est, pour le calculer, comme dans un pays de ce point de vue, les statistiques manquent beaucoup ici, il est très difficilement mesurable si on prend les mêmes paramètres que lorsqu'on veut mesurer l'impact d'une industrie ou d'une autre activité. Il est culturel, il est social, il est politique, il est diplomatique, il est sanitaire, il est partout. C'est un secteur transversal, mais en même temps c'est un catalyseur. Et si on arrivait véritablement à pouvoir le mesurer, et c'est là peut-être un challenge que nous lançons à nos chercheurs, etc., pour avoir des paramètres pour pouvoir le mesurer. Il a donné l'exemple de la Covid, le Mpox aujourd'hui dont tout le monde parle, etc. Dans les actions de prévention, etc., dans les études, le rôle des médias est extraordinaire. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas... C'est vrai, ce n'est pas le meilleur des mondes où tout est parfait. Il y a sans doute des dérives, il y a des choses qui ne marchent pas, mais ce n'est pas à partir de 2, 3, 4 trucs qui ne marchent pas qu'on peut catégoriser toute une profession et tout un secteur. Ma conviction est que l'écrasante majorité des structures, des médias, des professionnels qui y sont, ce que l'on voit, qui ont pignon sur rue, ce que j'appelle la partie la plus visible de l'iceberg, mais la partie émergée, elle est beaucoup plus importante. Ces techniciens qui sont là, qui reproduisent, qui sont là en train de tourner, etc. C'est un monde de compétences, c'est un monde de patriotisme, c'est un monde de gens qui veulent construire ce pays, qui veulent que ce secteur puisse avancer. Donc, véritablement, là, nous sommes tout à fait en phase. Et je pense que dans les réflexions que nous aurons à cette occasion-là, ou dans les masterclass, certaines thématiques peuvent revenir. Vraiment, il y a des choses que nous devons faire renaître dans ce pays. Il y a des choses qu'il faut consolider. La culture, c'est quelque chose de fondamental. Les contenus, c'est quelque chose de fondamental. Les jeunes qui sont là en train de prendre des trucs, etc. L'innovation est là, la santé est là, la technologie est là. Il y a des success stories, beaucoup de choses qui se font. Il y a des portraits de gens, de femmes, d'entrepreneurs, d'ouvriers, de ce qu'on appelle les petits métiers, mais sans lesquels nous ne vivons pas, qui sont là, qui méritent d'être à la une, qui méritent d'être encouragés, qui méritent d'être accompagnés.
Également interpeller le secteur privé, national et international, tous les gens qui ont pignon sur rue ici au Sénégal, d'accompagner ce type de projet, qui peut être un projet tout à fait porteur et qui peut effectivement nous aider à communier en un temps T, tous ensemble, pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Pour moi, c'est le lieu ici de faire un appel, de lancer un appel à l'ensemble des médias, de la presse, de pouvoir s'approprier cet événement. Parce que, comme le président l'a dit, je ne reviendrai pas sur l'importance et sur les enjeux et les opportunités que le CIMA offre au Sénégal. Le CIMA est un espace pour les professionnels, avant tout parce qu'aujourd'hui nous traversons dans ce pays beaucoup de turbulences. Et je pense, comme il l'a dit, c'est le moment de poser bas la terre, de réfléchir ensemble, de se projeter pour sortir cette presse de la situation qu'elle vit depuis presque une dizaine d'années, il faut le dire. Il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de choses ont été faites récemment, il le disait, avec les conclusions des assises nationales. Et aujourd'hui, moi je me dis que la presse est un secteur qui ne regarde pas, en fait, même si elle regarde ses problèmes, mais elle ne les prend pas à bras le corps. Parce qu'on travaille, on réfléchit, on fait des propositions. Après, les gens passent dessus comme ça. Et une année, 2 ans après, on remet encore les mêmes problèmes sur la table alors qu'on en avait discuté. On avait consacré de l'énergie, du temps, des moyens pour faire sortir des propositions, mais que toujours ça n'aboutit pas. On pêche dans la mise en œuvre, on pêche dans l'appropriation du travail que nous faisons. Et c'est le lieu, je le redis, de lancer un appel à toute la presse de pouvoir s'approprier ce CIMA parce qu'elle est partie intégrante, elle est partie prenante de ce que nous voulons faire, ce que nous proposons. Et nous appelons tout le monde à venir participer, à renforcer l'équipe qui est déjà en place, à vraiment donner son avis, son point de vue, mais aussi son expertise et son expérience pour réussir cette première édition. Ce n'est pas facile, mais nous avons la volonté, nous avons l'engagement et nous avons la détermination qu'il faut, et parce que nous sommes convaincus que ce que nous faisons est bon. Nous sommes convaincus que ce que nous faisons peut être bénéfique à l'ensemble de la presse sénégalaise, et nous appelons tout le monde à venir travailler avec nous. Et moi, j'insisterai sur la communication parce que nous attendons de vous également que vous puissiez nous offrir des espaces d'échange, de débat, de partage pour parler largement, pour vulgariser le CIMA dans sa phase préparatoire, dans sa phase active, que les Sénégalais n'ignorent pas ce que nous faisons, que la bonne information puisse circuler, que les personnes identifiées pour s'exprimer à travers les médias puissent avoir des créneaux pour pouvoir venir expliquer, parler aux Sénégalais, parler aux professionnels du travail que nous sommes en train de faire et de ce que nous voulons pour ce pays et de là où nous voulons amener la presse sénégalaise. Merci pour votre présence, mais nous attendons encore plus de vous et nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre accompagnement. Merci beaucoup. Nécessaire que je prenne la parole du fait que moi je suis le vice-coordonnateur du comité d'organisation du COPIN, et quand le coordonnateur répond à toutes les questions, je pense que le vice-coordonnateur peut bien se passer d'en rajouter. Mais merci beaucoup pour la courtoisie, Monsieur le directeur général de la Maison de la Presse Sambou Biagui, d'ailleurs qui mérite, je pense,
30 secondes ou quelques temps pour quand même le féliciter. Parce que Sambou Biagui, cette idée, c'est son idée. Franchement, depuis qu'il a été nommé ici, il y a une frénésie, d'ailleurs on lui reproche ça. Chaque semaine avec une nouvelle idée, une nouvelle initiative, c'est extraordinaire. Nous, on s'inquiète, on se dit, il va éprouver son équipe à ce rythme-là en un an et demi. Il risque de faire plus que tous ses prédécesseurs ont fait depuis longtemps. Et ça, vraiment, il faut le saluer. C'est la générosité de l'homme, en fait. Le directeur général Sambou Biagui, c'est quelqu'un de très, très généreux. Intellectuellement, ce qui est aussi aujourd'hui une rareté chez nous. Il a un leadership que les gens vont découvrir, continuer à découvrir, mais surtout sa générosité. Et la composition du copil l'a montré. Quand je vois celle qu'on appelle Fidjou à côté, qui est quand même l'une des identités remarquables des médias, même si la jeune génération, je vois les Khadijatou, mon étudiante là, peut-être ne savent pas ce que les Fidjou ont fait en télévision parlant des femmes, Kordou. Il y a des femmes aussi qu'il faut saluer, dont les Georgettes et autres. Si Khadijatou fait de la télévision et tout ça aujourd'hui, parce qu'il y a les Georgettes, les Maïmouna Ndour Faye, je ne parle pas d'Elisabeth Ndiaye et les Sohna et autres, mais il y a une génération intermédiaire qui porte un vrai leadership féminin. Et ça, il faut féliciter le président Matar, le DG Sambou, d'avoir élargi à beaucoup de compétences pour former le copil. C'est pourquoi ce matin, j'ai insisté qu'on mette des chaises pour qu'on puisse mettre des visages sur tous les membres du copil. Je pense qu'ils méritaient ça. Bon, malheureusement, Bouri et son organisation logistique ne m'ont pas suivi sur cette idée, mais c'était pour dire que derrière, il faut des hommes et des femmes extrêmement impliqués et dédiés. Mon inquiétude n'est pas sur est-ce qu'on peut le faire. Honnêtement, moi, à ma petite échelle, ma toute petite échelle d'expérience sur les salons africains et internationaux jusqu'à Los Angeles et partout en Europe, j'en ai fait une dizaine. C'est peu par rapport à ce que mon ancien DG, le président Matar, a fait, qui en a fait tous les salons médias du monde. Je ne les ai pas fait, moi j'en ai fait une dizaine. Mais les dizaines d'expériences que j'ai sur les salons concernant les médias, audiovisuels et autres, notamment audiovisuels et cinématographiques, c'est que nous, le Sénégal, on peut faire la différence, honnêtement. Et quand on le dit, quand le président le dit, le DG le dit, croyez-nous, nous avons la ressource humaine capable de délivrer aujourd'hui un salon des médias africains ici, à partir de la maison de la presse, dirigée par Matar Sylla, que tout le monde, qui va mettre tout le monde à genoux devant le Sénégal. Ça, on peut parier sur ça, parce que de quoi il s'agit, nous connaissons les enjeux. Par contre, je vais terminer sur une note qui ne sera pas forcément la plus heureuse. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut que l'État du Sénégal, je ne parle pas de gouvernement, je dis l'État du Sénégal, fasse confiance à ce projet. Il faut que les autorités, franchement, viennent épauler Sambou Biagui et son initiative. Parce qu'il a mis tout le dispositif, bientôt presque un an qu'on travaille. Evelyne, ça va vous surprendre, mais ça fait presque un an. Même ton ami Abdoulaye Mbow, qui s'absente souvent, mais il est là depuis presque un an avec nous. Ça fait un an qu'on travaille. Mais il nous manque quelque chose. Et quelque chose, moi je me permets de lancer un appel à l'État du Sénégal, aux autorités
de croire en ce projet. Nous sommes capables de remettre le Sénégal sur la carte du monde à travers le ciment. Nous savons de quoi il s'agit. Nous en avons l'expérience. Ce n'est pas pour rien que le casting du DG Sambou Biagui prend Matar Sylla. Penda, sa fille, est là devant moi. Elle sait bien. Je me plains tout le temps du fait qu'on ne donne pas à Matar Sylla. Voilà. On n'a pas, le Sénégal ne connaît pas Matar Sylla. Et récemment, en Côte d'Ivoire, l'Afrique lui a donné une décoration pour toute son œuvre, pour ce qu'il a fait. Et nous sommes là en train d'hésiter. On y va, on n'y va pas, on soutient pas. Je pense que l'État, le gouvernement, nous comptons sur lui. Le ministre de la Communication, nous comptons sur lui. Son engagement plein et entier. Parce que les médias, nous avons des problèmes. Je l'ai dit hier sur le plateau de la RTS hier soir. Nous avons des... Moi, quand je regarde les jeunes, je pense que le ciment est une belle opportunité d'aider ces jeunes-là à mieux se former. Je donnais l'exemple, et je termine par là, l'exemple des émissions comme Giancarlo, qui nous mobilisent les vendredis soirs, les grands talk shows. On en a parlé avec le président ce matin dans le bureau du DG. Ndoumbelane, Evelyne Pencho sur Walf mobilise toute l'opinion, fait l'opinion de la semaine. Et ces émissions montrent les difficultés qu'on a en matière de formation. Par exemple, tous les présentateurs, quand je dis présentateur de Ndoumbelane, Evelyne, vous êtes la rédactrice en chef de la Sen-TV, des médias. La journaliste ou le journaliste présentateur de votre émission Ndoumbelane, Ablaye Der sur la TFM, Ki Diop, Moustapha et son équipe, nous avons un problème. Parce que la tenue, juste la tenue de l'antenne, qui est une discipline en matière de télévision, s'il y a des insultes, s'il y a des procès qui naissent maintenant des plateaux de télévision, c'est notre défaite. Il faut qu'on formate, qu'on reformate, qu'on élève un peu le niveau des médias. Nous avons les capacités de le faire. Nous sommes capables de produire le meilleur des médias au Sénégal. Nous en avons les ressources humaines ici. Quand je vois, on a mis les Moustapha Sow, les Ablaye Cham, mon ancien maître du montage, n'est-ce pas, Elhadji Malick Diop, avec qui on a fait la RTS près d'une vingtaine d'années. On en a tellement, mais il faut que le ciment soit considéré comme une chance. C'est une chance qu'on forme les jeunes, c'est une chance qu'on passe les relais, qu'on capacite, mais qu'on remette le Sénégal au centre des enjeux qui se jouent en Afrique. Sans nous, on n'a plus les récidacs, le FESPACO à Ouaga, alors que le FESPACO est né des expériences sénégalaises. Tous les grands événements ont été soit conçus avec l'aide des Sénégalais comme Matar, ou partis d'ici et quelqu'un a fait. Nous avons reculé. Le Sénégal a reculé sur la carte. Le ciment peut remettre le Sénégal sur la carte. Quand vous voyez des Cellou, vous voyez tous les autres là. Mais on se dit quel gâchis. Quel gâchis. Notre presse mérite d'avoir un ciment, Monsieur le Président. Un ciment qui montre que tous les problèmes des médias peuvent être abordés sereinement, en toute responsabilité, que nous-mêmes qu'on propose des solutions même à l'État. Comme vous dites, il faut de la confiance. Excusez-moi, Monsieur le Directeur Général, je m'excuse d'être sorti de la route et des rails un peu, mais je tenais à juste faire cet appel pour que les autorités prennent ce projet, qu'ils le prennent entièrement, qu'ils le prennent officiellement, qu'ils l'appuient formellement, qu'ils appuient la maison de la presse et qu'ils appuient les initiatives de Sambou Biagui. Je vous remercie et je m'excuse d'être un peu.